Combien de fois par jour dégainez-vous votre téléphone portable pour trouver votre chemin? Et que voyez-vous au juste sur l'écran? À première vue, les cartes géographiques semblent neutres. À grande échelle, elles représentent les continents. À plus petite, notre environnement proche. Elles donnent à voir le monde tel qu'il est. Enfin, en principe. Il ne faut jamais faire totalement confiance à une carte, car elle raconte toujours une histoire. Qui réalise une carte a le pouvoir de choisir ce qui sera raconté ou pas. Comme d'autres types de récits, les cartes sont de puissants outils narratifs. Et si les cartes n'étaient pas si neutres que ça? Et si elles avaient même le pouvoir de façonner notre vision du monde? Si les cartes donnent à voir la réalité du monde et que celui-ci est unique, comment se fait-il qu'il en existe autant de représentations différentes? Commençons à grande échelle, avec notre planète, la Terre. On peut la reproduire de manière neutre grâce au globe terrestre. Mais celui-ci n'est guère pratique, surtout lorsqu'il s'agit de couvrir de grandes distances. Pour les voyages d'exploration maritime et plus tard les expéditions coloniales, on a donc inventé les cartes pliables. Mais comment transposer le globe terrestre sur un planisphère? Elle est bien juteuse. Comme vous voyez, il reste des espaces et des bosses. Et on ne peut pas tout aplatir. Transposer un globe terrestre sur une surface plane telle que du papier n'est pas une mince affaire. Effectivement, l'opération donne du fil à retordre. Il faut étirer certaines parties, comme si les quartiers d'orange étaient élastiques. Mais ce faisant, on déplace des points. Étant le résultat de choix arbitraires, l'image obtenue est dans tous les cas déformée. Un planisphère doit renoncer soit aux surfaces, soit aux angles, soit aux distances. Gérard Mercator, géographe flamand du XVIe siècle et auteur de la projection cartographique la plus utilisée jusqu'à aujourd'hui, avait choisi pour sa part de conserver les angles au détriment des surfaces. Sa méthode? Tracer une ligne médiane autour du globe. L'Europe, l'Amérique du Nord et la Russie occupant la partie supérieure. Puis, à partir de cette ligne, projeter chaque point en ligne droite sur un cylindre imaginaire. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, la distance entre les parallèles augmente, ce qui exagère les surfaces. La projection de Mercator déforme les régions des latitudes élevées, comme l'Europe, l'Amérique du Nord et la Russie. Il suffit de comparer la taille du Groenland avec celle de l'Afrique. Sur ce type de projection, ils ont à peu près la même taille. Or, un coup d'œil sur le globe terrestre permet de constater que l'Afrique est en réalité 14 fois plus grande que le Groenland. La critique la plus notoire et la plus radicale de la projection de Mercator est sans doute celle du cartographe et journaliste allemand Arno Peters, dans les années 1970. Il appuie le fait que la projection de Mercator est le reflet d'une supériorité occidentale forgée à l'époque du colonialisme. Alors pour quelle alternative a opté Arno Peters? Comment a-t-il géré le dilemme de l'orange? La projection de Peters n'est pas fidèle aux angles. C'est pourquoi elle nous paraît très déformée, avec des continents étirés. En revanche, elle est fidèle aux surfaces, ce qui était son objectif premier. Comme il le soulignait avec emphase, il s'agissait pour lui de réaliser une représentation du monde démocratique et égalitaire. La projection de Peters conserve la proportion réelle entre les différentes surfaces. En comparaison avec celle de Mercator, l'Afrique y est nettement plus grande que le Groenland. L'Europe, l'Amérique du Nord et la Russie y sont par contre nettement plus petites. Comment cette carte a-t-elle été accueillie?
Cette carte a été produite au moment de l'émergence de l'aide au développement et de divers programmes en faveur du tiers-monde. Un des enjeux de l'époque était de soutenir l'Afrique. Et avec une carte qui montre ce continent en conformité avec sa surface réelle, Arno Peters a rencontré un certain succès. Des institutions comme l'UNESCO, tout comme des écoles aux États-Unis, ont utilisé sa projection. En revanche, elle n'a pas réussi à s'imposer à grande échelle. Cela s'explique par le fait que la projection de Mercator répond parfaitement aux besoins de la navigation. Alors, quelle projection fait aujourd'hui la course en tête ? On ne peut pas vraiment dire qu'une projection ait fini par s'imposer définitivement. De nos jours, les cartographes et les géographes utilisent souvent des cartes qui résultent de compromis, en renonçant un peu aux surfaces, un peu aux angles. La projection de Mercator, qui surreprésente les pays du Nord au détriment de ceux du Sud, reste néanmoins largement utilisée. C'est le cas par exemple avec cette carte-ci et avec celle-là. Google Maps, notamment, utilise la projection de Mercator, car c'est avant tout un outil de navigation. La nature même des planisphères suppose donc une représentation déformée du monde. Et quid de leur neutralité ? En cartographie, le cadre est un élément déterminant. Ça, c'est la vue qu'on connaît tous. Mais on pourrait déplacer le cadre et placer l'Asie au centre. Ce qui est au milieu d'une carte attire le regard. Exactement comme en photographie. Or, dans la projection de Mercator, c'est l'Europe qui est au centre. Arno Peters a critiqué cette projection en soulignant le fait qu'elle était l'expression d'une vision eurocentrique du monde. Ajoutons qu'au XIXe siècle, on a fixé le méridien 0, qui figure au milieu de la carte, à Londres, soit au cœur de l'Empire britannique de l'époque. On peut aussi retourner la carte. Le nord se retrouve alors en bas. C'est vrai ça. Qui a décidé de cette disposition ? Après tout, depuis l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Dans de nombreuses cultures, le haut est considéré comme supérieur. Mercator avait placé l'Europe, les États-Unis et la Russie dans la partie supérieure de sa projection. À l'époque de la colonisation, les cartes entérineront la domination du Nord sur le Sud. Une représentation fixée pour toujours ? Non, pas du tout. C'est une convention du XIXe siècle. Voici une carte du cours du Rhin qu'on aurait tendance intuitivement à retourner, car on a plutôt l'habitude de le voir orienté du sud vers le nord. Là, c'est le lac de Constance. Le Rhin coule dans ce sens avant de se jeter dans la mer du Nord. Cette carte est orientée vers l'ouest, car elle a été réalisée à l'époque des affrontements entre le Saint-Empire romain germanique et la France. Elle comporte d'ailleurs des illustrations des forteresses qui bordent le fleuve. L'orientation d'une carte est donc en soi un élément constitutif de la narration. La représentation habituelle du monde, avec l'Europe et les États-Unis en haut, fait débat. Un jour, l'Australien Stuart MacArthur en a eu assez de s'entendre dire qu'il venait du bout du monde. Il a alors créé en 1979 une carte inversée. L'Australie y trône dans la partie supérieure centrale, tandis que le méridien 0 passe par Canberra. L'Europe n'est plus qu'une petite tache reléguée sur le côté. Supposons que nous ayons appris la géographie à l'école avec une carte où le sud est orienté vers le haut. Peut-être que notre façon de voir le monde serait différente aujourd'hui. Moins eurocentrique notamment. Je pense que nous saurions mieux réagir aux différences de point de vue. Toute la question est de savoir si on le souhaite vraiment. Cette carte aussi chamboule notre vision du monde. América Invertida, de l'artiste uruguayen Joaquín Torres Garcia.
Ce sont surtout les pays du Sud qui très tôt ont critiqué la nature arbitraire des cartes. Il n'en demeure pas moins que, sur la plupart des planisphères actuels, le nord est orienté vers le haut, y compris sur celui de l'ONU, une organisation qui prône pourtant la représentativité. Et comme souvent, l'Europe y figure au centre. Les cartes donnent donc à voir les rapports de force à l'œuvre. Mais en sont-elles à l'origine ? Vous savez, le problème de l'œuf et de la poule. Qui était là en premier ? Le pouvoir ou la carte ? Les cartes montrent le pouvoir. C'est un moyen pour leurs commanditaires de mettre en avant leur propre territoire. Mais elles créent aussi du pouvoir, en produisant des images et des représentations mentales quant à la taille de ces territoires, leur population, leurs ressources, autant d'informations qui s'ancrent dans l'esprit des gens. Ceux qui commandent les cartes influencent, qu'ils le veuillent ou non, notre regard. La carte est un média comme un autre. Elle diffuse un récit et propage une certaine image du monde. Les cartes sont utilisées comme instruments politiques sur de nombreux supports et à diverses fins. C'est le cas avec les timbres-poste. Celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il montre en rouge toutes les possessions de l'Empire britannique. Est-ce qu'on peut dire que les cartes ont le pouvoir de créer des pays sortis de nulle part ? Souvent tracée de manière arbitraire, la frontière n'est au départ qu'une convention. Sur cette carte, produite par Native Land, on réalise que les frontières politiques ne respectent pas du tout les espaces linguistiques indigènes. C'est le cas aussi avec la frontière issue du traité de Tordesillas conclu en 1494. Qui partage le monde entre l'Espagne et le Portugal. Autre exemple de création d'un pays par la carte. Voici la première carte qui représente les Philippines en tant que territoire. La Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas a été commandée par Philippe II d'Espagne. Colonisé au début du XVIe siècle, l'archipel avait été ainsi nommé en son honneur, alors qu'il était encore enfant. L'Empire espagnol imprime sa marque à travers l'iconographie de la carte. Cela commence bien sûr par les armoiries du roi. On voit aussi une série de navires et de routes maritimes qui montrent que les Philippines s'inscrivent dans un réseau commercial transpacifique organisé par l'Espagne. On voit par ailleurs une population indigène qui semble tout à fait heureuse sous la férule espagnole. L'Espagne imprime aussi sa marque à travers le type d'architecture représentée. Mais qui, de la carte ou de la domination, est arrivé en premier ? Cette carte affirme que le roi d'Espagne a le contrôle sur ce territoire, que celui-ci lui appartient. Mais en réalité, le pouvoir de la couronne espagnole ne s'étendait guère au-delà du littoral. La carte précède-t-elle alors toujours le contrôle du territoire ? On observe les deux types de situations. Soit les territoires sont d'abord conquis, puis ils sont recensés, mesurés et cartographiés, soit on commence par attribuer les territoires avant de les dominer. C'est ce qui s'est passé avec l'Afrique. Les puissances européennes ont tracé à la règle des frontières sans aucune prise en compte de la réalité africaine, de ses populations et de leur mode de vie. Le partage de l'Afrique a en quelque sorte servi de prologue au programme de colonisation. Les cartes ont donc souvent été à l'avant-poste des conquêtes. Jim Enott, un représentant des Amérindiens Zuni au Nouveau-Mexique, a dit un jour que les populations indigènes avaient probablement perdu plus de terres à cause des cartes qu'à cause des conflits physiques. D'accord, les puissances ont utilisé les cartes comme instrument politique, notamment pour s'approprier des territoires. Mais cette pratique appartient au passé.
n'est-ce pas? Coucher des territoires sur des cartes est un procédé des plus classiques que l'on retrouve tout au long de l'histoire et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que la Chine fait actuellement avec ses régions frontalières dont les ressources naturelles suscitent sa convoitise. En 2023, la Chine a en effet publié une nouvelle version de sa carte nationale, qui empiète notamment sur l'Inde et la Russie. L'histoire a fait à l'époque les gros titres des journaux. Comment les pays concernés ont-ils réagi? Publier ce genre de carte est en soi un véritable affront. Poutine, qui est très dépendant de la Chine, a choisi de l'ignorer. L'Inde, en revanche, a exprimé publiquement sa désapprobation. Un autre exemple fameux est la ligne des 9 traits, que la Chine trace sur ses cartes en plein milieu de la mer de Chine méridionale, afin d'exprimer ses revendications territoriales, revendications qui entrent en conflit avec celles de ses voisins les Philippines, l'Indonésie et le Vietnam. And enter the country of California. Weird, I know. Best if you don't think about it too much. And then when I get there, how do I find this girl? Cette ligne a le pouvoir de semer la zizanie, y compris quand elle apparaît furtivement dans une comédie grand public comme Barbie. Scandalisés, les Philippines ont décidé de flouter l'image incriminée. Et le Vietnam est allé jusqu'à interdire le film. Les cartes de Google n'échappent pas à ces enjeux géopolitiques. Il a été prouvé à plusieurs reprises que le géant du web adaptait ses cartes en fonction du lieu de connexion. Exemple avec le Cachemire. Depuis l'Inde, une ligne continue signifie que la région fait partie de son territoire. Depuis le Pakistan, des pointillés indiquent que ses frontières sont contestées. Les cartes reflètent donc souvent un point de vue et sont un élément constitutif de l'identité des pays. D'ailleurs, peut-il exister des États ou des empires sans carte ? Je pense que non, parce qu'on a toujours besoin d'avoir une vue d'ensemble des sphères d'influence. Ces informations sont nécessaires. Les cartes existent depuis l'Antiquité. Et au début de l'époque moderne, les empires utilisaient encore et toujours des cartes. Je pense que le concept de nation peut fonctionner sans carte. Le risque est toutefois que personne ne la reconnaisse en tant que telle. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que la Russie est une nation qu'on va réussir à visualiser ses frontières. Non ? Les cartes façonnent notre vision du monde par le type de projection utilisée, le choix du cadrage et le tracé des frontières. Leur super pouvoir s'arrête-t-il là ou y a-t-il autre chose ? Voici une carte de l'Allemagne et de la Pologne qui date de l'entre-deux-guerres. On cherchait à savoir qui parlait allemand, qu'est-ce qui appartenait à l'Allemagne et inversement, qui parlait polonais et qu'est-ce qui appartenait à la Pologne. Cette couleur donne à penser qu'on parlait l'allemand partout dans ces régions, alors précisément qu'une partie de la population parlait le polonais. De façon plus ou moins marquée, le pouvoir des cartes passe donc aussi par la couleur, qui peut influencer notre vision d'une région tout entière. Comme avec cette carte du groupe terroriste Daesh, reproduite par l'éditeur allemand Catapult. L'Irak, la Syrie, la Jordanie et le Liban sont en noir, ce qui laisse à penser que ces 4 pays sont entièrement contrôlés par Daesh et qu'il n'existe aucun mouvement d'opposition. D'autres médias ont été plus précis et ont coloré uniquement ici en gris foncé les villes et les régions réellement contrôlées par Daesh. Une couleur particulièrement efficace et utilisée depuis longtemps en cartographie est le blanc. L'Empire britannique l'avait attribué à un continent entier, l'Océanie. Il l'avait déclaré Terra Nullius, autrement dit n'appartenant à personne. La couleur blanche a d'une certaine façon effacé les peuplements précédents et le continent a été rebaptisé.
Au type de projection utilisée, choix du cadrage et tracé des frontières, il faut donc ajouter la couleur comme marqueur stratégique. Mais tout cela ne joue-t-il pas un rôle uniquement pour les cartes couvrant de grandes superficies, où les enjeux territoriaux sont majeurs? Les autres cartes sont neutres, non? Prenons un plan de ville ordinaire. À l'emplacement où une église est dessinée, une église se trouve réellement. La représentation est apparemment neutre. Sauf que, pas tout à fait. Le fait de représenter une église et la façon de la représenter sont des choix de l'éditeur ou de l'éditrice. Une carte décide de ce que nous voyons jusqu'au pictogramme de la légende. Gardons l'exemple de l'église. Nous avons ici une carte de l'Office topographique de Bavière datant de la fin des années 1980. Ce qui frappe, c'est l'abondance de symboles dans la légende concernant les lieux de culte chrétiens. Grande église, petite église, chapelle, cimetière, images saintes, calvaire, le tout marqué par des croix. Alors qu'il n'y a aucun symbole pour les lieux de consommation, par exemple, ni pour les aires de jeu. Une sorte de carte thématique, en somme. Décider de ce qu'on ne montre pas, ce qu'on appelle le silence cartographique, est loin d'être anodin. Cela vaut pour les cartes de propagande, mais aussi pour celles qui nous accompagnent au quotidien. Google Maps, par exemple, nous indique où nous garer, où faire le plein, où se trouve le centre commercial le plus proche. Mais cela pourrait être très différent. On pourrait indiquer les lieux où il est possible de faire du roller ou du skateboard, ou encore les jolis endroits à Hambourg où se poser sans avoir à consommer. Cette carte-ci est au service des annonceurs. Celle-là, au service de l'intérêt commun des habitants. Si les commanditaires des cartes poursuivent leurs propres intérêts, ne pourrait-on pas alors créer nos propres cartes? Mais pour les diffuser, encore faut-il des ressources. Argent, contacts, influence. Une entreprise privée possède tout cela, ce qui lui permet de détenir 90% des parts de marché au niveau mondial. Que met-elle en avant? Que met-elle de côté? Une grande entreprise mesure le monde entier. Et nous savons tous qu'il s'agit de Google Maps. Nous l'avons tous sur nos téléphones portables. Résultat, nous nous déplaçons dans l'espace et nous nous orientons en fonction de symboles qui indiquent des stations-service, des cafés, des restaurants. Notre perception de l'espace est circonscrite au seul lieu de consommation. La ville apparaît d'une certaine manière comme une gigantesque surface commerciale. Au Moyen-Âge, la cartographie mettait en scène une vision chrétienne du monde. À l'époque moderne, elle représentait l'État-nation émergent. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui est dans une large mesure une montée en puissance des acteurs du privé. Le pouvoir cartographique est aujourd'hui entre quelques mains. Google suit nos déplacements, collecte les données géographiques et les adapte à notre consommation. Boussole 2.0, les cartes de Google Maps nous mènent en quelque sorte par le bout du nez. On peut se demander quelles sont les conséquences à l'échelle mondiale. Il est évident que l'intérêt de Google pour les grandes villes du Nord est très différent de celui qu'il porte aux régions du Sud global, par exemple. Moins d'annonceurs, c'est moins de bonnes cartes et moins d'informations sur les hôpitaux, les fontaines ou les bureaux de poste. C'est pourquoi il y a des contre-initiatives engagées par la société civile. Par exemple, avec OpenStreetMap. Tout un chacun peut participer et fournir des données cartographiques qu'il juge remarquables ou dignes d'être mentionnées. OpenStreetMap est une carte collaborative en open source. Tout le monde peut devenir contributeur, comme avec Wikipédia. Son projet Map Kibera a beaucoup fait parler de lui. Kibera, un quartier de Nairobi au Kenya, n'a pendant longtemps pas été répertorié par Google, bien qu'il compte 200 000 habitants. En 2008,
OpenStreetMap leur a offert des GPS grâce auxquels ils ont pu recenser leurs rues, bâtiments, hôpitaux et sites religieux. Avantage par rapport à Google, les contributeurs peuvent inscrire tout ce qu'ils jugent important. Autre exemple, après le séisme qui a détruit Haïti en 2010, OpenStreetMap a créé une carte pour aider à organiser les secours. Des initiatives comme celle-ci se veulent des alternatives, des contre-cartes. Les contre-cartes ont le pouvoir de raconter une histoire alternative. Elles nous montrent qu'un autre monde existe. 3 groupes en particulier remettent en question le pouvoir des cartes. Les pays du Sud global, les artistes, comme Mark Twain avec sa carte de Paris, ou les surréalistes avec leur carte du monde sans les États-Unis, et les cartographes critiques comme Arno Peters avec sa projection. Autant d'initiatives qui peuvent changer notre regard sur le monde. Dans le cadre de mes recherches dans le nord-est du Pérou, j'ai réalisé avec les populations indigènes andines de langue quechua une carte de l'eau. Les populations ont dessiné la carte, puis la chercheuse l'a déclinée en version numérique. Lorsque les participants ont vu la version finale de la carte, ils ont eu peur. J'avais placé des têtes de mort un peu partout le long de la rivière pour indiquer que l'eau n'était pas potable. Et les participants m'ont dit « Catherine, pour nous, l'eau est bien plus qu'une simple ressource. C'est un bien commun. Elle fait partie de notre culture. Les esprits de l'eau vivent dans la rivière. Placer des têtes de mort sur la carte, c'est très réducteur. » J'ai donc remanié la carte en modifiant le pictogramme. Ça m'a permis de réaliser à quel point je pouvais projeter mes conceptions occidentales ou mon propre narratif dans une carte. Les cartes sont l'expression de la diversité des regards sur le monde. La carte unique et neutre n'existe pas. La production cartographique est devenue beaucoup plus accessible grâce au numérique. Les gens peuvent aujourd'hui créer leurs propres cartes. L'important est de veiller à conserver une diversité de producteurs et d'avoir conscience des intérêts de chacun, y compris commerciaux. Les maisons d'édition de cartes doivent vendre et sur Internet, la gratuité est financée par la publicité. Je pense que la question de la concentration reste ouverte. On n'y est pas encore. Le pouvoir des cartes va se concentrer de plus en plus. J'en suis convaincue. Et en même temps, il y aura toujours des personnes pour porter un regard critique sur ces cartes, pour les remettre en question, et qui auront à cœur de montrer le monde sous un jour différent. De nos jours, les cartes font partie de notre quotidien. Expression de notre interprétation du monde, elles sont vouées à évoluer, tout comme notre regard. Si on peut en faire un outil d'émancipation et de revendication, n'oublions pas que le choix de la carte n'est jamais neutre.